Ce premier chapitre vise à fournir un certain nombre de clés de compréhension du client en magasin. Alors, pour savoir comment agir pour recruter, pour satisfaire et pour fidéliser les clients, il est important au préalable de comprendre différentes choses. D'abord, les motivations des clients, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les consommateurs viennent en magasin. Deuxième chose, les irritants, c'est-à-dire tout ce qui peut gêner le client. Donc, pourquoi à un moment donné, on hésite à aller en magasin ou pourquoi on décide de ne pas y retourner. Et puis, ces éléments nous permettront de comprendre l'intérêt de construire une expérience qui soit positive à proposer au client et qui lui donne envie de revenir les fois suivantes. Alors, sans vouloir plomber l'ambiance, il est vrai que le quotidien des Français n'est pas toujours très facile aujourd'hui. Que ce soit dans les transports, hein, pris dans des bouchons, la nécessité de prendre des transports en commun qui sont bondés, c'est pas toujours très agréable, très facile. Par ailleurs, certains vivent dans des conditions d'habitation qui sont parfois très difficiles. Et ce que l'on sait, malgré tout ça, c'est que pour pouvoir avoir une vie qui soit la plus satisfaisante possible, l'homme a besoin de liens. On le voit dans différentes situations, dans des rassemblements à l'occasion d'événements sportifs, dans des rassemblements culturels, cinématographiques, des projections de films par exemple. On voit aussi se développer de plus en plus des espaces de coworking qui permettent à des gens qui sont indépendants, qui travaillent seuls ou qui travaillent en petits groupes, de pouvoir s'associer, se retrouver dans des espaces communs pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, pour pouvoir partager un certain nombre de services, pour pouvoir partager des locaux ensemble. Et puis évidemment, les marchés restent un territoire d'échange, de convivialité et donc de liens extrêmement importants qui servent d'exemple à beaucoup de commerces. Et on sait qu'aujourd'hui, le magasin est un lieu de rencontre, de retrouvailles, d'échange, et donc il est propice au lien social. La première chose que l'on va regarder ensemble concerne d'abord les motivations. Autrement dit, on se pose la question de savoir à quoi peuvent répondre les magasins aujourd'hui, pourquoi les gens vont dans les magasins, qu'est-ce qui les amène à aller dans les magasins. Alors, différentes motivations existent aujourd'hui. Évidemment, des motivations qui sont historiques. On va dans les magasins avant tout pour acheter. C'est une motivation qu'on qualifie de motivation utilitaire ou de motivation fonctionnelle. La première raison pour laquelle on va dans les magasins, encore aujourd'hui, est d'abord pour s'approvisionner, pour aller et trouver un produit dont on a besoin. Mais il existe beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on peut aller dans les magasins. Ces raisons, elles peuvent être d'ordre cognitif. On va dans les magasins pour s'informer, pour aller chercher des informations, pour préparer un achat, par exemple. On peut aller dans les magasins pour trouver des idées, parce qu'on déménage, on emménage, et donc on a besoin d'idées pour concevoir son nouvel intérieur, par exemple. On va aussi dans les magasins pour essayer, pour toucher, pour avoir un contact avec les produits. Le commerce électronique, même s'il est parfois intéressant parce que rapide, facile, ne permet pas de toucher les produits, d'essayer et de voir si finalement les produits nous conviennent ou pas. On va également dans les magasins pour des raisons sociales, pour se divertir, pour voir du monde, pour ne pas se sentir seul. C'est un lieu où on peut à la fois
se sentir entouré, mais aussi échanger avec ses pairs, avec des personnes qui partagent les mêmes passions. Et donc, c'est un lieu de rencontre. Et puis enfin, on va dans les magasins, on peut aller dans les magasins également pour créer, pour co-créer, pour participer, pour customiser par exemple, pour apprendre la manière d'utiliser des produits, pour apprendre des recettes culinaires, à l'instar des magasins comme Du Bruit dans la cuisine par exemple, où il y a des ateliers de cuisine. Pour customiser ses produits dans les magasins comme Nike ou comme Adidas, par exemple. Autrement dit, le magasin est à la fois un lieu d'achat, évidemment, mais aussi un lieu de découverte, un lieu d'inspiration, un lieu d'échange, un lieu de co-création. Si on résume ce que l'on vient de dire, les consommateurs vont dans les magasins premièrement pour satisfaire un désir d'achat. Et là, on a différents types d'achats que l'on peut satisfaire. Des achats qu'on qualifie d'achats de routine. Sa baguette de pain, c'est un achat de routine. On va dans les magasins de manière quasi automatique pour aller acheter sa baguette de pain tous les jours. On peut aller dans les magasins pour des achats de stockage. Par exemple, on va en hypermarché une fois par semaine et on va acheter des produits pour sa consommation hebdomadaire. On peut aller dans des magasins pour des achats de compléments. Il manque du beurre pour pouvoir faire sa cuisine, par exemple. Et donc, je vais aller dans un magasin simplement pour aller acheter une plaquette de beurre. Et puis, on peut aussi acheter des produits à consommer immédiatement. Par exemple, on passe devant une boulangerie, ça sent bon, on achète un pain au chocolat pour consommer immédiatement. En fonction de ces différents types d'achats, on ne va pas choisir les mêmes types de points de vente. Quand on y va pour un achat de stockage ou pour un achat de complément, on privilégiera des magasins qui sont différents. Pour un achat de stockage, on va plutôt privilégier l'hypermarché, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de produits très, très différents, avec des gammes de prix différentes, etc. Pour un achat de complément, si j'ai juste une plaquette de beurre à acheter, ou une bouteille d'huile, ou un paquet de pâtes, je vais plutôt privilégier la proximité. Donc, pas forcément des magasins qui vont me proposer une quantité importante et une variété importante de produits, mais plutôt des magasins qui vont être faciles d'accès. La deuxième motivation à laquelle le magasin va répondre, c'est une motivation qui répond à la fois à un désir d'approvisionnement, donc le consommateur souhaite acheter des produits, mais il souhaite également pouvoir le faire dans un contexte d'achat qui est positif, stimulant. Donc, on peut avoir envie d'acheter tout en recherchant une expérience sensorielle. Et là, on a deux types d'achats que l'on peut avoir. Un achat qu'on appelle un achat d'aventure. Je sais que j'ai envie d'acheter un produit, mais je ne sais pas forcément quel produit j'ai envie d'acheter. Donc, le produit n'est pas identifié. Et au gré de mes balades, je vais tomber sur un produit qui peut me plaire. Et puis, l'achat plaisir. Donc, j'y viens avec une idée au préalable. Je sais ce que je veux m'acheter, mais par contre, je sais que je veux le faire dans une ambiance plutôt agréable. Je veux prendre mon temps, donc j'ai un produit à acheter, mais je veux vivre aussi une expérience qui soit une expérience positive, sympathique, agréable. Donc l'objectif n'est pas seulement de trouver le produit, mais aussi de passer un bon moment. Et puis enfin, le troisième grand type de motivation, c'est tout ce qui concerne les motivations hédoniques et les motivations sociales. Donc, toutes les interactions avec l'extérieur. Les interactions avec l'extérieur, elles peuvent concerner aussi bien les interactions produits, les interactions avec le magasin, hein, les décors, par exemple, et puis les interactions avec les hommes, avec les gens, avec les vendeurs ou avec d'autres types de clients. Et donc, là, on peut avoir différentes raisons d'aller dans les magasins. On le disait tout à l'heure, s'informer, comparer les prix, comparer les produits, préparer un achat,
se distraire, simplement passer un bon moment. Hein. Il y a des gens qui préfèrent aller dans les centres commerciaux le week-end plutôt que d'aller se balader en forêt, voir du monde ou échanger avec d'autres personnes, discuter de nouveaux produits qui viennent de sortir, par exemple. Si on revient sur chacune de ces motivations, ce que l'on sait, c'est que, alors, la manière dont on désigne l'acte d'achat qui consiste à satisfaire essentiellement un désir d'achat, c'est ce qu'on appelle le shopping utilitaire. A contrario, quand on recherche une expérience, que ce soit pour acheter ou pour des interactions avec l'extérieur, on qualifie ce type de déplacement de shopping récréationnel. Dans le premier cas, dans le shopping utilitaire, ce qui est important pour le client, c'est avant tout le produit. Alors que dans le shopping récréationnel, ce qui est important, c'est l'activité en elle-même, c'est le moment que l'on va passer, que l'on ait un produit à acheter ou pas de produit à acheter. Ce qui est avant tout important, avant même le produit, c'est ce que l'on appelle l'activité de shopping, donc le moment que l'on va passer. Dans les deux premiers cas, ce que le client cherche à maximiser, c'est ce que l'on appelle le rapport utilité-coût. L'utilité, c'est la somme des avantages procurés au client dans le choix du magasin que l'on va faire. La somme des avantages, c'est par exemple le fait de pouvoir faire ses courses très rapidement, d'avoir des caddies qui roulent, d'avoir des vendeurs qui soient compétents, de ne pas faire la queue aux caisses très très longtemps, etc. Tout ça, c'est ce que l'on appelle l'utilité. Le coût, c'est la somme de tous les inconvénients, de tous les désagréments. Donc, quand je prends un panier et que ce panier shopping est sale, qu'il traîne une feuille de salade à l'intérieur, c'est un coût. Le client n'est pas content. Il faut en changer, il faut en chercher un autre. Quand il y a beaucoup de monde, quand il y a du bruit, quand il y a une musique qui peut m'indisposer dans un magasin, quand j'ai un parcours client qui n'est pas fluide, pas naturel, il faut que je cherche les produits. Tout ça, ça a un coût parce que ça me fait perdre du temps. Donc le coût, ce n'est pas seulement le prix qui peut être un petit peu plus cher à un moment donné, mais c'est vraiment la somme de tous les inconvénients. Quand je suis dans le cadre d'un shopping utilitaire ou quand je cherche à acheter quelque chose tout en passant un bon moment, j'ai toujours à l'idée de maximiser mon rapport utilité. A contrario, quand je suis dans une recherche d'expérience sensorielle forte ou essentiellement une visite de magasin pour l'interaction avec les gens, avec les produits, donc les interactions avec l'extérieur, donc des motivations plutôt sociales ou hédoniques, l'objectif du client est plutôt de maximiser l'expérience vécue. On a donc, dans le cadre de la maximisation du rapport utilité-coût, des magasins qui vont plutôt être des magasins qu'on qualifie qui ont ce que l'on qualifie de positionnement fonctionnel. On va voir quelques exemples juste après. Et puis, dans le deuxième cas, on a plutôt des magasins qui ont un positionnement expérientiel. L'objectif, c'est vraiment de travailler l'expérience client avant même de satisfaire un désir d'achat. Alors, quelques exemples de positionnement que vous pouvez trouver avec les enseignes qui figurent à l'écran. Lidl, par exemple, est un magasin qui a plutôt un positionnement fonctionnel. Quand je vais chez Lidl, je vais plutôt chez Lidl pour m'approvisionner. Il y a très peu de clients qui vont chez Lidl juste pour passer un bon moment. Leroy Merlin est un magasin qui a un positionnement mixte, à la fois fonctionnel et expérientiel. Je vais souvent chez Leroy Merlin pour acheter des produits, mais j'y vais aussi pour pouvoir trouver des idées, pour échanger avec des gens, pour éventuellement participer à des ateliers de bricolage. Donc, c'est un positionnement qui est plutôt mixte. Brico Dépôt, qui est le positionnement, l'enseigne hard discount du groupe dans lequel vous avez Castorama, a plutôt un positionnement fonctionnel. C'est un magasin où vous avez des produits qui sont positionnés sur les étagères sans effort merchandising, sans beaucoup d'accompagnement client. D'ailleurs, le cœur de cible de Brico Dépôt sont plutôt des bricoleurs
avertis ou plutôt des professionnels qui viennent chercher des produits pour leur chantier. Nespresso est un magasin qui est à la fois à positionnement fonctionnel et expérientiel. Alors pourquoi à la fois fonctionnel et expérientiel? Expérientiel, c'est sûr, on y va, c'est très convivial, on peut boire son café, mais c'est aussi un magasin fonctionnel parce qu'on y va rarement juste pour boire un café. Chez Nespresso, on y va pour aller chercher ses cartouches de café, donc c'est fonctionnel, mais on y passe aussi un moment un peu particulier, assez convivial, où on peut échanger si on a besoin d'échanger, ce n'est pas une obligation, et on peut boire son café avant de repartir. Abercrombie a un positionnement qui est expérientiel. Autrement dit, la majorité des clients qui va chez Abercrombie, il va pour regarder, pour toucher, pour essayer, moins pour acheter. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas. Un magasin dans lequel on n'irait que pour regarder est un magasin qui ne tiendrait pas dans le temps, puisque l'objectif est quand même de vendre des produits quand on gère un magasin. Donc, le taux de transformation que vous avez dans les magasins expérientiels, c'est-à-dire la part des clients qui achètent par rapport aux clients qui rentrent dans le magasin, est assez faible. Le taux de transformation est assez faible. On a plus de gens qui rentrent pour regarder, pour essayer, pour toucher, que de gens qui rentrent pour acheter. Donc, toutes les enseignes qui vont être dans ce cadre de positionnement expérientiel ont des taux de transformation qui sont assez faibles. Grand Frais est un magasin qui est donc spécialisé dans l'alimentaire et essentiellement dans les produits frais, est à la fois fonctionnel et expérientiel. La présentation des produits a beaucoup d'importance. L'univers dans lequel les produits sont présentés est un univers très immersif. Et les clients passent en général un bon moment, ont beaucoup de plaisir à aller faire leurs courses chez Grand Frais. Adidas est de la même façon, les magasins Adidas sont des magasins un peu à l'image d'Abercrombie, dans lesquels on va passer un bon moment, on regarde les produits beaucoup, on peut acheter, mais le taux de transformation est assez faible. La Cure Gourmande, également, des magasins qui vendent des bonbons, des gâteaux, des sucettes, avec un merchandising qui est très, très travaillé. Mais ce sont souvent des lieux dans lesquels le consommateur rentre pour se balader plus que pour acheter. Nature et Découverte, également, un taux de transformation qui est relativement bas, de l'ordre de 20%, 20-25% en moyenne. Donc, des magasins dans lesquels on peut aller pour passer un petit moment, parfois pour aller boire un thé, puisque vous avez la possibilité de déguster un thé, parfois pour se faire masser sur les sièges massants, parfois pour se couper un petit peu de son quotidien, puisque vous avez un marketing sensoriel très développé, avec des odeurs, avec des bruits de nature. Et donc, ça permet aux clients d'avoir une parenthèse dans son quotidien. Donc, des magasins qui sont très expérientiels. Et puis enfin, Noroto est plutôt un magasin à positionnement fonctionnel. Quand on va chez Noroto, en général, c'est parce qu'on a besoin d'aller acheter un produit pour sa voiture. On n'y va pas pour y passer un bon moment et se couper de son quotidien. Donc, dans les magasins à positionnement fonctionnel, on a un merchandising, un marketing sensoriel qui est peu développé. À contrario, dans les magasins à positionnement expérientiel, on a un marketing qui est beaucoup plus développé. Donc, l'objectif du client, c'est soit d'aller acheter des produits, soit d'aller se balader dans les magasins pour faire autre chose que pour acheter des produits. Dans tous les cas, en général, on y va avec cette idée qu'on veut passer un moment qui soit un moment positif. La réalité, c'est que ça ne se passe pas toujours très bien, pas toujours comme on espérerait que ça se passe. Et donc, pour pouvoir parler de ce qu'on appelle les irritants en magasin, je vous propose de regarder une vidéo qui est une caricature de ce que l'on peut trouver sur un site de commerce électronique. Hey, thanks. You sure? Yeah. Username? Nikan? No. And 1983? No. Zambi Pops? Sorry. Zambi Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode?
Oh, it's a GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, and manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just what, sir? Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. What, this one? Hippopotamus. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take-home today price, then that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Ah. Alors, cette vidéo évidemment caricaturale de l'achat sur Internet nous permet d'introduire la notion d'irritant, de tout ce qui peut gêner le consommateur. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, ce sont les irritants en magasin. On parle d'expérience, d'attente particulière à l'égard des magasins, d'idées de la part du consommateur de passer un bon moment en magasin, donc d'avoir une expérience positive, et on reviendra sur la notion d'expérience tout de suite après. L'idée, c'est de se dire que pour pouvoir avoir une expérience positive, il faut essayer de lever tous les irritants, de supprimer tous les irritants, c'est-à-dire tout ce qui peut gêner le consommateur lors de sa visite en magasin. Alors, quelques exemples d'irritants que vous devez rencontrer en tant que consommateur. L'attente en caisse. L'attente en caisse, c'est l'irritant le plus important, donc ce qui peut amener le client à laisser son caddie en cours de route et puis à décider de sortir du magasin parce que l'attente en caisse est trop longue. On a aussi des clients qui considèrent parfois que le parcours en magasin est complexe, on ne trouve pas forcément les produits là où on pensait pouvoir les trouver. Donc, un parcours en magasin compliqué peut être un irritant qui peut amener le client à décider de sortir du magasin avant d'avoir terminé ses courses ou alors de ne pas revenir dans le magasin parce qu'on considère que c'est trop compliqué. Par ailleurs, certains clients considèrent que dans certains magasins, les vendeurs ne sont pas compétents, ne sont pas disponibles. On n'arrive pas à trouver des vendeurs quand on en a besoin, ou alors on a des vendeurs qui nous sautent dessus dès qu'on rentre dans le magasin. Ça aussi, ça peut être un irritant et les clients ne veulent pas y retourner parce qu'ils ne se sentent pas libres de faire leurs courses tranquillement. Ou des clients qui ne sont pas fiables parce que, en général, ils ne vous apportent pas l'information qui est attendue ou n'en savent pas forcément plus que vous. Donc, ça peut être un désagrément pour le client. Le monde des magasins dans lesquels il y a trop de monde, au moment des soldes par exemple, au moment le samedi quand il y a beaucoup de monde, ça peut être un irritant et puis ça peut inciter le client à choisir d'autres magasins en fonction des périodes de l'année. Le fait qu'il n'y ait pas de bonnes affaires, le fait qu'un magasin n'ait pas forcément bien étudié son positionnement prix par rapport aux concurrents qui sont dans sa zone de chalandise peut aussi décevoir les clients et les faire fuir. L'absence de marque, quand on va dans les magasins et qu'on ne trouve pas la marque qui est recherchée, ou alors les ruptures que vous avez en magasin peuvent aussi être un désagrément pour le client et être considérées comme un irritant en magasin. Et puis enfin, le manque de transparence, quand on ne sait pas, on n'a pas suffisamment d'informations sur les produits, suffisamment d'informations sur les services associés, ça peut être une raison de manque de confiance que peut avoir le client à l'égard de l'enseigne.
Donc, l'objectif pour les magasins, c'est évidemment d'identifier tout ce qui peut être source d'irritation pour le client pour pouvoir les supprimer et participer à la perception positive que les consommateurs peuvent avoir du magasin. Et pour ça, alors ça peut paraître un peu étonnant de dire chouette une réclamation. On n'est pas toujours très content dans les magasins d'avoir des réclamations clients, mais finalement, il vaut mieux que les clients aient la possibilité et donc un dispositif qui leur soit proposé pour pouvoir déposer des réclamations, dire ce qu'ils n'aiment pas, pour que l'on puisse essayer de trouver des solutions à des insatisfactions qui sont manifestées par les clients. Et donc, l'objectif, c'est de travailler son NPS, son Net Promoter Score. C'est un indice qui va de 0 à 10 et qui, aujourd'hui, est une espèce de reflet du niveau de satisfaction que les consommateurs, nos consommateurs, peuvent avoir à l'égard de notre enseigne. Alors, comment il se construit ce NPS ? D'abord, il se construit à partir d'une question qui est posée à chaque client qui rentre dans le magasin ou à une partie des clients qui sont venus faire un achat dans un magasin et qui consiste à leur demander s'ils recommanderaient le magasin et l'enseigne à des gens de leur entourage. Quand donc on leur demande de noter de 0 à 10 la probabilité donc de recommander le magasin ou l'enseigne à leurs amis, à leurs voisins, à leur famille. La note qui va de 0 à 6 est considérée comme peu probable. Autrement dit, on a des consommateurs qui sont appelés des détracteurs. Quand les consommateurs mettent une note de 7 ou de 8, on considère que c'est un consommateur qui est neutre. Autrement dit, il trouve que l'enseigne est à recommander, mais ni plus ni moins. Par contre, quand on a des clients qui notent avec un score de 9 ou 10, on considère donc que ce sont des consommateurs qui sont des promoteurs, qu'on appelle aussi des ambassadeurs. Et pour pouvoir calculer le NPS, le Net Promoter Score, on soustrait la part des détracteurs et des promoteurs. Donc, on soustrait les promoteurs aux détracteurs. Et donc, le score que l'on va obtenir vous donne un Net Promoter Score. Plus ce NPS est élevé, plus ça veut dire que vous avez des promoteurs. Plus ce NPS est bas, plus ça veut dire que vous avez des gens qui sont insatisfaits et qui vont plutôt diffuser une information qui va être négative à l'égard de l'enseigne. Aujourd'hui, on sait que on dit que le consommateur est Atadawak. Atadawak, ça veut dire quoi ? Ça veut dire anytime, any device, anywhere, any content. Any content, c'est quoi ? C'est n'importe quel type de produit. Ce que le consommateur recherche aujourd'hui quand il va dans les magasins, c'est de pouvoir acheter n'importe quand. Donc, on a vu, c'est depuis ces dernières décennies, des magasins qui élargissaient leurs horaires d'ouverture, voire qui développaient leur site internet pour permettre aux consommateurs de pouvoir acheter à n'importe quel moment. Any device, l'achat doit être possible de n'importe quel type de support, le magasin, le téléphone, l'iPad, l'ordinateur par exemple. Donc le consommateur veut pouvoir faire ses courses à n'importe quel endroit qu'il choisit, n'importe où, de chez lui, à l'extérieur, chez des amis, etc. Avec donc l'offre la plus importante possible, any content. Autrement dit, le consommateur aujourd'hui veut pouvoir tout trouver n'importe où, n'importe quand et pouvoir faire ses achats de n'importe quel type de support possible. Sinon, il est en capacité, on a un consommateur qui est aujourd'hui extrêmement puissant, il est en capacité de manifester son mécontentement, que ce soit dans son entourage proche ou de manière très très large par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc on a un consommateur aujourd'hui qui est à la fois très exigeant et qui est aussi très puissant puisqu'il a la possibilité de contribuer à la destruction d'un capital marque. On reviendra sur la notion de capital marque un petit peu plus tard. Donc le distributeur doit être extrêmement vigilant
et donc travailler sur la suppression des irritants, travailler sur la satisfaction du client et donc sur l'expérience pour pouvoir satisfaire au mieux son client et faire en sorte que tout ce qui va être dit sur l'enseigne soit, soit le plus positif possible et donc de nature à intéresser des nouveaux clients pour recruter donc des nouveaux consommateurs dans son magasin et fidéliser les clients actuels. Autrement dit, le distributeur aujourd'hui doit travailler avec beaucoup d'attention, voire beaucoup d'expertise aujourd'hui, la construction de l'expérience client, c'est-à-dire de l'expérience qu'il va proposer à vivre aux clients qui vont venir dans son magasin. Alors, pour illustrer ce qu'est l'expérience client, et avant d'en donner une définition, on peut partir d'un exemple qui est assez parlant, qui est la manière dont la marque Heinz a fait évoluer le packaging de son ketchup. Il y a plusieurs années, le ketchup était proposé dans des bouteilles en verre, les bouteilles que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui avaient un certain nombre de limites, d'inconvénients. C'est-à-dire que quand le consommateur voulait utiliser le ketchup, il fallait renverser la bouteille en verre. Et souvent, le ketchup avait du mal à couler. On tapait sur le cul de la bouteille et parfois, on avait du ketchup qui tombait en masse. Donc, finalement, des difficultés pour pouvoir doser la quantité de ketchup que l'on voulait avoir dans son assiette. L'entreprise Heinz a décidé de faire évoluer le packaging et a proposé un nouveau packaging en plastique avec donc la possibilité, puisque le packaging n'était plus rigide, de pouvoir appuyer sur le packaging et donc de pouvoir mieux doser la quantité de ketchup que l'on mettait dans son assiette. Là aussi, il restait quand même un désagrément, donc un irritant, c'est que très souvent, il restait quand on était au début de la bouteille, ça allait bien, mais quand il restait un petit peu de ketchup dans le fond de la bouteille, souvent il fallait donner un vrai coup de pression, appuyer sur le packaging et puis souvent ça faisait une espèce de somme d'éclaboussure dans l'assiette. Donc là aussi, finalement, quelques désagréments causés aux consommateurs. Et donc, la dernière version du ketchup qui optimise l'expérience client, parce que finalement, qui permet l'utilisation d'une bouteille de ketchup quasiment optimale, a été d'élargir le bouchon pour pouvoir avoir un support stable qui donne la possibilité de renverser la bouteille de ketchup. Et donc, puisque le ketchup est aujourd'hui stocké à l'envers, au moment où on ouvre l'opercule, enfin le bouchon, tout le ketchup est descendu en bas et donc on a simplement à avoir une petite pression sur la bouteille de ketchup pour pouvoir utiliser l'intégralité du ketchup qui est dans la bouteille. Donc on voit que cette évolution de la bouteille a visé finalement à supprimer tous les désagréments qui étaient liés au type de packaging proposé précédemment aux clients et donc à optimiser l'expérience client. Donc c'est un exemple qui permet de voir comment on peut travailler l'optimisation, l'amélioration de l'expérience client. Alors ça, c'est un exemple pour un produit, mais ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est l'expérience en magasin et comment on peut travailler l'expérience en magasin. Alors, pour donner une définition de l'expérience client, on va envisager l'expérience client du point de vue du client et puis ensuite la construction de l'expérience client, donc l'expérience du point de vue de l'entreprise. L'expérience client, et c'est la définition qui est communément admise aujourd'hui, l'expérience client du point de vue du client, c'est la somme des sentiments et des émotions qui sont ressenties avant, pendant et après un achat. Donc, l'objectif, c'est quand on mesure l'expérience client, de voir quelles sont les émotions qui ont été
ressenti, perçu par les clients au moment de la visite sur le point de vente. Alors, l'expérience, elle peut se mesurer en amont et en aval de la visite sur le point de vente. Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est ce que le client ressent ou a pu ressentir pendant sa visite en magasin. Donc, c'est très émotionnel, l'expérience client. Et c'est fondé sur un certain nombre d'éléments sur lesquels on va revenir. Du point de vue du magasin, puisque l'objectif pour le magasin, c'est d'essayer d'apporter au client la meilleure expérience possible, mais du point de vue du magasin, c'est la somme des intentions, c'est-à-dire ce que je veux faire, et la somme des attentions, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je propose à mes clients, pour lui permettre de vivre une bonne expérience, une expérience positive, donc pour permettre au client de voir et de ressentir les caractéristiques et donc la différence de sa proposition commerciale par rapport aux concurrents du début à la fin de son parcours. Donc l'objectif, c'est d'essayer de voir ce que je veux faire de la visite de mes clients. Qu'est-ce que je veux lui proposer quand il vient dans mon magasin pour que, au moment où il est dans le point de vente et au moment où il va sortir, il se dise voilà ce que j'ai vécu dans ce magasin. Et ce que j'ai vécu, c'était positif, c'était agréable et ça m'a donné envie de recommencer et de revenir dans le magasin. Donc, plus l'expérience vécue est positive, plus vous allez donner envie aux clients de réexpérimenter ce moment et donc vous allez le fidéliser. Alors, comment on construit une expérience client? D'abord, il faut savoir que le concept d'expérience client est relativement nouveau en marketing puisque c'est un concept qui date de la fin des années 90. Donc, c'est très, très nouveau. Hein. Finalement, on prend en compte cette idée que le magasin est autre chose que simplement un lieu d'approvisionnement à la fin des années 90. Et donc, le produit pour le produit, venir dans les magasins simplement pour le produit, va devenir pas marginal, mais ne va pas être seul à être pris en compte par les magasins pour construire leur offre et imaginer le positionnement et l'offre commerciale à proposer aux clients. L'objectif, c'est d'offrir aux clients donc autre chose que la mise à disposition des produits. Autre chose pour pouvoir valoriser l'expérience de shopping. Donc, c'est travailler au-delà des produits, travailler l'environnement, les décors du magasin, le rôle des vendeurs en magasin ou du personnel en magasin, le rôle des clients aussi. Un client peut être amené à jouer un rôle en magasin, peut être actif. Hein, on va revenir sur cette orientation active. Donc, en répondant à des motivations qui sont précises, des motivations qui peuvent être utilitaires versus hédoniques, et dans les motivations hédoniques, on met aussi les motivations sociales. Et puis, parfois, en sollicitant le client, c'est-à-dire en l'amenant à participer, à être actif sur le point de vente. Donc, on peut imaginer une orientation active versus une orientation réactive. Une orientation réactive, c'est quand le client ne participe pas, il est là et finalement, il se laisse guider par les produits, par les décors, mais il ne joue pas de rôle en particulier. Et le client peut avoir envie, à certains moments, de participer, à d'autres moments, de ne rien faire et simplement se laisser guider pour trouver les produits qu'il est venu chercher. Et donc, l'objectif, c'est pour le distributeur de créer une expérience qu'on appelle une expérience de magasinage qui va être singulière. Singulière, ça veut dire différente, particulière, différenciée par rapport à celle proposée par les concurrents et qui va être mémorable. Mémorable, ça veut dire que je vais me souvenir de ces éléments un petit peu particuliers et je vais garder en mémoire ce moment positif que j'ai passé dans le magasin. Alors, aujourd'hui, on peut catégoriser les typologies d'expérience en 4 grandes typologies en fonction de 2 dimensions. La dimension motivation, utilitaire versus hédonique. Donc, est-ce que je vais dans les magasins essentiellement pour
acheter des produits ou est-ce que je vais dans les magasins plutôt pour passer un bon moment, donc plutôt pour des motivations hédoniques. Et puis, on peut aussi opposer sur une autre dimension l'orientation active et réactive. Le client peut aller dans les magasins avec cette idée de participer, orientation active, de jouer un rôle, de faire quelque chose. Ou alors, orientation réactive, je vais dans un magasin, mais j'y vais simplement pour regarder, écouter, trouver des idées, ou alors acheter des produits, hein, mais je ne veux rien faire de particulier. Et donc, quand on oppose ces deux dimensions, on arrive à combiner 4 typologies d'expérience. Une première typologie, un premier type d'expérience qui peut être proposé au client, qui est l'expérience que vous avez dans le cadran en bas à gauche, donc une expérience de simplicité qui répond à des motivations utilitaires. Le consommateur, il vient chercher des produits et il n'a pas envie de participer à quoi que ce soit. C'est une expérience où ce qu'on veut, c'est faire ses achats de la manière la plus simple possible. Et on peut trouver 3 types de registres qui sont associés. L'achat de routine, je vais acheter mon produit, je vais acheter un article régulièrement, donc je ne veux pas avoir à me poser de questions, je veux que les produits soient toujours au même endroit, je veux toujours trouver les mêmes produits à chaque fois que j'y vais. Donc c'est un premier registre, la routine. On peut aussi trouver le registre de la frugalité, c'est-à-dire essentiellement des produits, tout ce qui est annexe, la décoration, le merchandising, des vendeurs qui vous font un discours, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc la frugalité, c'est vraiment tout ce qui est réduit au plus simple possible et à l'offre produit. Ou alors, on peut aussi retrouver dans cette expérience de simplicité le registre de la rapidité. Ce que je veux, c'est aller le plus vite possible. Alors, ce n'est pas forcément un achat de routine, hein, mais ce que je veux, c'est trouver le produit que je suis venu chercher le plus rapidement possible. On va revenir sur quelques exemples dans la slide suivante. Le deuxième type d'expérience qui est proposé dans les magasins, c'est une expérience d'efficience où comme dans l'expérience de simplicité, on répond à des motivations qui sont majoritairement utilitaires, mais où le client va faire un effort pour pouvoir trouver ses produits. Ce que je cherche, donc on a 3 registres associés. Le registre de l'optimisation du temps. Donc ce que je veux, c'est minimiser mon temps. Le registre du prix, ce que je veux, c'est minimiser mes dépenses. Et le registre du choix, de l'optimisation du choix, ce que je veux, c'est trouver le maximum de produits, en général, en un temps le plus court possible. Et là, le client, pour optimiser son achat, puisqu'on est dans cette idée d'efficience, donc l'efficience, c'est l'optimisation, le client est prêt à faire des efforts. Il est prêt à préparer son achat en amont, il est prêt à comparer les produits dans le point de vente pour pouvoir trouver le produit qui répond le mieux possible à son besoin au prix le plus bas possible. Il est prêt éventuellement à passer un petit peu plus de temps. Optimiser le temps, ça ne veut pas dire réduire à tout prix le temps. C'est mettre le temps nécessaire par rapport à ce que je suis venu chercher. Le troisième registre d'expérience que l'on retrouve dans les magasins, c'est le registre que vous avez en bas à droite, le registre de l'expérience d'inspiration. Dans l'expérience d'inspiration, je vais dans les magasins pour trouver des idées, pour me laisser aller, pour rêver. Donc, on est vraiment dans cette expérience d'inspiration qui peut recouvrir 3 registres. La découverte, j'y vais pour trouver des idées. L'esthétisme, j'y vais pour regarder parce que c'est beau, parce que ça me donne des idées, parce que ça me fait rêver. Et puis le registre d'évasion où je vais dans un magasin pour couper de mon quotidien, pour voyager, ça me transporte dans un autre univers. Donc, on est vraiment dans des magasins qui répondent à des motivations qui sont plutôt des motivations très hédoniques, mais où je n'ai rien à faire, je me laisse aller, je me laisse guider. A contrario, on a un autre type d'expérience qui est l'expérience d'interaction,
où j'ai envie de jouer un rôle, j'ai envie de participer. Donc, je suis plutôt dans l'hédonisme, hein, dans le ludique, dans ce qui est plutôt agréable, et le moment que je vais passer doit être un moment agréable. Donc, mes motivations sont plutôt hédoniques. Je n'y vais pas prioritairement pour les produits. Je peux y aller pour les produits, mais j'y vais prioritairement pour le moment que je vais passer, qui doit être un moment agréable. Et on retrouve des magasins qui travaillent sur 3 types de registres. Le registre de la convivialité, donc beaucoup d'échanges avec les vendeurs, avec les autres clients. Je passe un bon moment, mais j'échange. Dans la convivialité, on est beaucoup sur les interactions humaines. Le registre de l'apprentissage, je vais dans les magasins pour participer à des ateliers dans lesquels j'apprends, ou j'y vais parce que je sais que je peux toucher les produits pour pouvoir apprendre comment ça fonctionne. Voilà, on va regarder quelques exemples tout de suite derrière. Ou alors le registre du divertissement. J'y vais pour toucher des produits, pour me divertir, pour m'amuser. Voilà, c'est un autre registre qu'on peut retrouver dans cette expérience d'interaction. Et donc, pour pouvoir illustrer ces types d'expériences, dans l'expérience d'efficience, on va en général retrouver plutôt les enseignes d'hypermarché. Ce sont des magasins dans lesquels on a plutôt le sentiment d'optimiser sa visite, donc d'être efficient, efficace. J'ai beaucoup de produits en même temps, donc je sais qu'en 1 heure ou en 1h30, je vais avoir le maximum de produits dont je peux avoir besoin en un minimum de temps, au prix le plus intéressant possible. Dans le registre de la simplicité, on peut retrouver des enseignes. Alors, ce n'est pas exhaustif du tout, vous pouvez en trouver d'autres, hein, mais par exemple, Monop, où le Monop est le format plus petit, hein, de Monoprix, où on est sur des tailles de magasins qui sont très petites, et c'est très simple. Je trouve tout de suite le produit dont je peux avoir besoin. Chez Aldi aussi, hein, on est vraiment dans le registre de la frugalité, hein, chez Aldi, où on a vraiment les produits, des produits qui sont une offre qui est vraiment réduite à son niveau le plus simple, très peu de décor, pas d'accompagnement, des produits proposés en carton, encore dans les cartons, hein, pas forcément mis sur les étagères. Donc, on est vraiment sur une offre qui est réduite à son déploiement le plus simple possible. Et puis, sur les registres, enfin sur les expériences d'interaction, on peut retrouver comme enseigne illustrative de ce type d'expérience Nespresso, qui travaille beaucoup la convivialité, les échanges, la possibilité de boire son café, de s'asseoir dans des canapés. Les magasins Nike, où on y va, ce sont des lieux où on peut s'amuser, on peut tester les produits, jouer au foot, s'entraîner à courir pour mesurer ses performances, on peut customiser ses produits. Donc, on est vraiment ici dans des motivations hédoniques, mais avec une orientation très active, puisque le client participe énormément. Chez Apple également, où on touche les produits, on apprend à les utiliser, vous avez des sessions de formation, vous avez des conférences qui sont données, par exemple, sur la manière d'utiliser l'appareil photo de son téléphone. Donc, on est vraiment sur cette expérience d'interaction. Et puis enfin, la dernière expérience d'inspiration, où le client se laisse aller, il ne participe pas, mais il se laisse guider, il est plongé dans un environnement qui, en général, le sort de son quotidien, qui le fait rêver, qui lui permettent de s'évader, de découvrir des produits ou de rêver. Hein. Quand vous êtes à la grande épicerie, par exemple, on est vraiment sur le registre on est vraiment sur l'excellence, le registre de l'esthétisme, où le client ne voit que du beau, le beau dans les produits, le beau dans les décors, le beau dans les meubles de présentation, le beau dans la présentation des vendeurs, la tenue des vendeurs. Donc voilà quelques exemples sur lesquels nous serons amenés à revenir, hein, puisque le chapitre suivant va
va s'intéresser à la construction du concept d'enseigne et donc on reviendra sur la création de l'expérience client.